Allez, on est de retour sur le plateau du talk show. Voilà, d'habitude on passe du studio 1 au studio 4. Là, on a gardé le même plateau. On enchaîne donc avec les nombreuses questions qui vous ont été posées. Donc on a mis de côté celle de la finale. Maintenant, on passe à beaucoup de choses, des sujets généraux. On va commencer avec une question sur Monsieur McCourt, Franck McCourt. Bonjour Monsieur Hérault, c'est une question de Morato. On vous remercie d'ailleurs pour ces nombreuses questions que vous nous avez adressées. Que pense Monsieur McCourt de l'engouement autour du club ? On ne l'entend ni ne le voit beaucoup. Je trouve que Morato est un peu sévère. Je suis, moi, assez surpris de voir que Franck a été là pratiquement à tous les matchs à domicile. Il en a raté très peu. Je l'ai vu même à certains moments venir des États-Unis le dimanche du match pour repartir après le match. Je l'ai vu faire ça. Donc il suit ça en tout cas de près et même de très près, parce que s'il n'est pas au stade, je peux vous dire qu'il ne loupe aucun match. Je persiste à dire, la question c'est que beaucoup ont dit dommage qu'il n'ait pas vu Leipzig, c'est peut-être ça aussi cette question. Alors il l'a vu devant son écran de télévision, il ne loupe pas un match du groupe, pas un. Parce que c'était un beau clin d'œil aussi, Leipzig. Il avait vu France-Allemagne avec vous à l'Euro 2016. C'est vrai. Là, c'était une équipe française contre une équipe allemande, donc ça pouvait peut-être encore... C'est vrai. Non, mais je pense qu'il n'a pas besoin de plus d'enthousiasme, en tout cas d'être témoin de tel fait que ça. Je crois qu'il aura l'occasion de s'exprimer peut-être la semaine prochaine, puisqu'il va venir évidemment en France pour l'événement. Il aura l'occasion de s'exprimer, de faire un petit point sur sa perception de ce qui se passe autour de l'équipe, mais je peux vous dire qu'il est vraiment très heureux de voir ce mouvement, de voir cette vague derrière l'équipe monter au fil des jours et très excité d'être au stade mercredi prochain. Et le fameux SMS de Salzbourg qui prouve qu'il est vraiment imprégné avec au vestiaire exactement, après le match. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, il me l'a écrit comme ça, j'ai pas les mots pour vous dire ce que je ressens et vraiment il faut féliciter tout le monde pour cet exploit, cette performance incroyable. Non, vous savez, c'est quelqu'un qui aime profondément le sport, l'esprit du sport, les valeurs autour du sport. C'est un Irlandais accrocheur, combattant, et je crois qu'il a bien trouvé son équipe, parce que l'équipe est à son image, ou il est à l'image de son équipe. Vous avez eu très peur à la 50e minute quand on se dirigeait vers les tirs-buts, vous aviez très peur? Alors pour tout vous dire, je suis pas du tout un adepte du pronostic, encore moins des paris, mais j'avais pronostiqué, c'est vrai, qu'on perdrait ce match, mais qu'on se qualifierait. C'est-à-dire je m'attendais à quelque chose de très difficile. Et j'avais quand même jusqu'au bout un espoir de voir l'équipe marquer. Après c'est sûr que c'est difficile, pour les nerfs, pour le cœur, pour ce que vous voudrez, mais j'y croyais, et j'y croyais même à la 115e minute. On va passer tout de suite à la question suivante de Kieran Lampard. Après 20 mois à la tête de l'OM, comment évaluez-vous votre communication et où pensez-vous devoir progresser ? Je pense je dois progresser en tout. Moi, ça c'est un leitmotiv chez moi, apprendre, s'améliorer. C'est une belle réponse pour pas se mouiller. Non, mais c'est la vérité. Ceux qui me connaissent savent que c'est ce que je ressens et c'est ma façon d'être. Je peux pas imaginer ne pas m'améliorer et progresser. Progresser, ça veut dire apprendre. Ça veut dire apprendre des situations auxquelles on est confronté. J'ai été confronté à un certain nombre de situations. En matière de communication, moi, mon point ici, c'est de pas trop en faire. C'est d'en faire au moment où j'estime que c'est nécessaire. Donc là, évidemment, j'ai été très sollicité et je vais faire un certain nombre d'interventions. Je vais avoir un certain nombre d'interventions jusqu'à la finale, mais en rappelant ce que sont pour moi les messages importants. On y reviendra peut-être. Le
l'aspect de la compétition, le respect de l'autre, le respect aussi de ce moment-là qui doit être une fête. Mais on peut certainement, y compris en communication, progresser. Petit constat, à la fin du mercato, beaucoup ont dit bizarrement l'OM fait 0 recrutement. Alors on a parlé de fair play financier, ils ont été surpris, mercato d'hiver. Voilà. On pensait peut-être que vous exprimeriez à ce moment-là pour expliquer que peut-être vous n'avez pas tous les éléments, etc. financièrement. Il y a beaucoup de supporters qui étaient inquiets à ce niveau-là et qui le sont un petit peu parce qu'il y a une réunion, vous allez bientôt avoir l'UEFA donc dans quelques jours. Vous avez réfléchi à éventuellement vous exprimer à la fin du mercato justement pour les mois à venir. Je m'étais exprimé fin janvier, début février, pour dire que pour nous, il nous semblait avoir trouvé un équilibre et on ne pensait pas que recruter des joueurs était quelque chose qui pouvait nous changer radicalement le visage de cette saison. Bon. Et puis, vous savez comment c'est, encore plus l'hiver, lors du mercato d'hiver, c'est toujours difficile, il y a peu d'opportunités, et donc je m'étais exprimé là-dessus. En tout cas, le mercato qu'on a eu l'hiver dernier n'avait absolument rien à voir avec le fair play financier, mais tout le monde a l'habitude tout le monde a l'habitude de tout mélanger. En tout cas, ça n'avait strictement rien à voir avec le fair play financier. Le fair play financier est un processus dans lequel on est engagé, à la fois par rapport au passé, où vous savez que l'OM sur les 3 dernières saisons, et ce ne sont pas des saisons liées à notre mandature, a dépassé le plafond des 30 millions qui est autorisé par l'UEFA. Donc il y a une première discussion sur le passé. C'est une discussion qui se passe de façon très sereine. Et il y a une deuxième discussion qui est beaucoup plus importante, qui consiste à présenter au panel, à présenter aux responsables du fair play financier ce qu'est notre trajectoire, ce qu'est notre plan stratégique. Un plan stratégique, ce qui est bien, et je trouve qu'il faut s'en réjouir, c'est pas ce qui va se passer la saison prochaine. C'est pas ce qui va se passer au mercato cet été. Un plan stratégique, c'est de bien partager ce qu'est notre vision, où on veut amener ce club et où on veut être en 2021 ou 2022. Et ça, c'est le vrai sujet. C'est pas patapon, patapouf ou patapif. C'est vraiment où nous voulons nous situer et quelle est la progression, encore une fois, que l'on veut assurer à ce club, et évidemment avec une nécessité qui est celle de continuer à investir. Sinon, c'est pas la peine. Mon sentiment, après on verra si les faits me donneront tort, c'est que le fair play financier, les gens chargés du fair play financier ont parfaitement compris la situation qui était celle du club, l'ont d'autant mieux compris en voyant très concrètement dans quelle situation se trouvait le club au moment de notre arrivée, avec 10 joueurs qui étaient partis, donc une nécessité absolue de reprendre le chemin des investissements. Je vous rappelle qu'on a dépensé 118 millions d'euros, ce qui est quand même, alors peut-être pas à l'échelle européenne du top 10 ou du top 15 aujourd'hui, mais qui déjà à l'échelle française, et je crois la preuve que ce qu'on avait dit, on l'a fait. Donc il va falloir continuer de façon réfléchie, de façon raisonnable à investir, mais pour ce qui est du fair play financier, moi je trouve que les discussions qui ont lieu jusqu'à présent ont été très constructives et se sont faites dans un climat tout à fait apaisé et tout à fait serein. Pour revenir sur la question qui était posée, on avait une autre de Basile Bowie. Basile Bowie. Bien sûr. Il avait une question, alors vraiment pas sur le côté mercato, mais vraiment parce que la question était posée sur les enseignements qui sont les vôtres. Lui se demandait, vous aviez dit récemment dans une interview avoir perdu beaucoup de temps sur le transfert d'un joueur, à travailler, à espérer qu'un joueur vienne. Bon, ça, on parlait de ce joueur-là. Est-ce que là où vous avez peut-être le plus appris, c'est sur ce côté mercato, sur ce dialogue, sur ces discours à double fond et autres, et que vous vous dites que là, vraisemblablement, vous allez perdre peut-être moins de temps là sur vos prochaines discussions? Perdre du temps, c'est toujours... on est dans un domaine où on est très fort, vous comme d'autres, dans la post-rationalisation. La post-rationalisation, c'est attendre que l'événement se soit passé pour expliquer le passé. Bon.
Non, c'est facile à dire après coup. C'est vrai néanmoins que comme dans la vie de l'entreprise, quand on est sur une transaction, moi mon expérience m'a montré que si les choses ne se faisaient pas dans un laps de temps relativement rapide, alors ça avait toutes les chances d'échouer. Pour moi, pour un recrutement, je pense que c'est assez vrai aussi. En tout cas, ça s'est vérifié dans ce cas précis. Et donc, on va continuer à être très attentif au timing et à voir si vraiment des dossiers peuvent se déboucler dans un laps de temps raisonnable. Et on en tirera les conclusions si ça ne devait pas être le cas. Dans tous les cas, ça sera votre 4e mercato. Vous apprenez quand même bien sûr l'expérience de vos 20 mois, vous avec Andoni, avec la relation avec Rudy. Obligatoirement, ça ne peut aller qu'en s'améliorant avec l'expérience. Bien sûr, et c'est ce que j'allais dire, je suis quand même drôlement bien entouré. J'ai quelqu'un qui s'appelle Andoni Zubizarreta à côté de moi, qui a dans peut-être le plus grand club au monde géré l'arrivée de Luis Suarez, de Neymar, de champions de ce calibre. Et c'est vrai qu'il a une vision, je crois, très fine des mécanismes de recrutement dans le domaine du football, et j'apprends beaucoup à ses côtés, et je suis ravi de l'avoir et de voir sa contribution. L'avantage, c'est que vous n'aurez pas de tour préliminaire cette année, quoi qu'il arrive. Ça peut aider aussi. Ouais, pourquoi pas faire une tournée aux États-Unis? Non, je ne sais pas. Dans le sud. Des questions là-dessus, en tout cas, tu l'as entendu, René, t'inquiète pas, on va finir par l'avoir, notre Kun Agüero. C'est bon, ça y est, on va y arriver. René Malville, bien évidemment, que je salue. Moi aussi. 1988 nous dit: est-il possible d'envisager des actions communes avec les supporters et la LFP pour animer les tribunes avec des fumigènes? C'est ambitieux comme question. C'est très ambitieux. Je les vois tout à l'heure. Là, je vais leur en parler. Joe 1988, je transmettrai votre question. Je pense bénéficier d'un succès d'estime. Non, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est un sujet difficile. Bon, d'abord, la situation actuelle montre que ça ne marche pas. Voilà, les sanctions actuelles ne marchent pas. Et la première victime de ces sanctions, c'est le club d'abord. Je voudrais juste vous rappeler que, je l'ai dit récemment, je crois, que les amendes que nous allons devoir payer à la LFP et à l'UEFA, qui est encore plus dure que la LFP, je profite pour le dire, s'élèveront probablement cette saison à plus de 700 000 euros. On peut faire beaucoup de choses avec 700 000 euros. Oui. Est-ce que c'est pas d'ailleurs le seul point noir, ou un des rares points noirs de la saison? J'ai envie de dire ce qui s'est passé à Guimarães avec Patrice Evra, les fumigènes, ce qui s'est passé au MPSG dans la rue avec quelques supporters. Est-ce que c'est pas, vous avez dit je vais progresser dans beaucoup de domaines, est-ce que c'est pas l'un de vos rares points noirs de la saison, remarquable, les exactions de certains supporters? Très peu, mais quelques supporters. Bon, il y a eu des incidents, il y en a eu peu. Et moi, ça m'agace énormément de décrire une situation qui fait des supporters marseillais, des hors-la-loi, assoiffés de sang et de bagarres. J'ai dit quelqu'un. Je pense que c'est pas le cas. Moi, j'ai été justement lors de la campagne européenne avec eux. J'ai vu la façon dont ils s'étaient comportés. J'ai trouvé ça exemplaire, remarquable, et d'ailleurs, et on y reviendra. Pas toujours très bien reçu. Pas toujours très bien reçu, ça c'est tout à fait vrai. Je pense, j'espère, je suis convaincu que ça se passera bien à Lyon mercredi prochain. Et on y reviendra. Allons-y tout de suite. Alors, je vais terminer sur cette question parce que donc voilà, 700 000 euros, on peut faire beaucoup de choses avec 700 000 euros. Voilà. Y a une loi qui interdit les fumigènes. Donc c'est difficile de demander à un club de prendre position contre la loi. Je suis là pour respecter la loi dans tous les domaines, y compris dans ce domaine-là. J'ajoute qu'on ne me donne pas, en tant qu'organisateur d'événements, les moyens de fouiller, de trouver, de détecter des fumigènes. C'est-à-dire que un club, un organisateur d'événements, a droit à des palpations légères, on va rentrer dans des détails techniques, qui font que il est impossible de détecter des fumigènes. Bon. Donc on me pénalise sans me donner la possibilité de détecter
et de trouver ces fumigènes. Bon. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il doit y avoir un moyen de passer un moment exceptionnel. D'ailleurs, c'est ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de fumigène à tous les matchs. Et pourtant, je vois des ambiances, je vois des animations, je vois des tifos exceptionnels à certains matchs sans fumigène. Voilà, il y a une sorte d'attitude qui fait que être supporter passe par le fait de craquer des fumigènes. Je pense que ça peut passer par autre chose que ça. Alors ça demandera peut-être de l'explication, du dialogue, de l'échange. Mais voilà, ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas revivre une saison où le club sera mis à l'amende pour des montants comme cela. Ça, c'est déjà clairement la première conclusion dans ce domaine de la saison. Bon, on en parlera avec eux, on en discutera avec eux et on verra ce qu'il est possible de faire. C'est important ce qui va se passer à Lyon, président. Oui, parce que là encore, on attend tellement que des incidents interviennent. Tellement. Il y a eu une chanson, il y a eu des mots dans cette chanson, je pense, en tout cas c'est ma lecture de cette chanson, que tout casser, d'ailleurs ils l'ont dit, c'était pas casser un stade, c'était tout casser dans l'ambiance, c'était tout casser dans l'animation. Le fait est que voilà, il y a une perception, il y a peut-être des craintes et des inquiétudes légitimes de Lyonnais, et je parle pas de groupes de supporters lyonnais, de personnes, de familles qui habitent Lyon et qui voient déferler les hordes de supporters marseillais. Bon, faut pas laisser cours à ce type de fantasme. Voilà. Donc moi, je suis certain qu'ils vont se comporter à Lyon comme ils se sont comportés lors des étapes précédentes de cette Ligue Europa. J'espère qu'il n'y aura pas de provocation de part et d'autre, et je compte vraiment sur eux pour montrer le meilleur visage du supporterisme marseillais, qui est celui d'encourager son équipe de la première à la 90e minute d'une manière qui est unique dans ce pays. Ça, c'est le meilleur visage des supporters marseillais. Et ça, c'est tout cassé. Et ça, c'est tout cassé. Et je compte sur eux pour qu'ils soient fidèles à eux-mêmes dans ce registre-là et pas dans un autre. C'est très important. Le Stadium est un peu excentré. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que bon, Gerland, ça aurait été vraiment, vraiment compliqué, ancré dans la ville. Là, pour partir de Dessines, aller à Lyon, revenir, il y a peut-être des allées et venues qui vont pas se faire, et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a deux appels que l'on fait au-delà de ce que je viens de dire. Le premier, c'est que tous nos supporters se rendent directement au stade à Dessines pour attendre sur le parking, il y a plus agréable, mais pour attendre sur place de pouvoir rentrer dans l'enceinte. Ça, c'est le premier appel. Et le deuxième appel, c'est que les supporters sans billets ne doivent pas se déplacer. Voilà. Il y a une situation, on l'a évoqué en tout début du talk, qui est dommageable. J'en suis absolument désolé et déçu même, profondément, mais c'est celle-là. Les supporters qui n'ont pas de billets ne doivent pas se déplacer à Lyon parce que c'est un risque, parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire et ils doivent éviter de le faire. On a évoqué les supporters, on est aussi pris par le temps, on va essayer de passer un maximum deux questions qui vous ont été posées, présidente. Il y a 10, Virgile OM. Y aura-t-il des partenariats avec des clubs étrangers, Brésil, Afrique? Alors Brésil, ça fait sans doute référence à Carlos Moser, qui en avait parlé dans J+1 sur Canal+. L'Afrique, c'est aussi en référence à vos voyages sur ce continent l'été dernier, voire même en France. Donc on parle souvent, c'est le partenariat avec le club satellite en Ligue 2 ou national pour prêter les jeunes. Oui, alors ce sont des pistes que l'on regarde. On n'ira pas jusqu'à l'acquisition d'un club en Europe. On pense que c'est pas nécessaire. On pense même que c'est un modèle qui a atteint et démontré ses limites. En tout cas, pas une efficacité excellente. En revanche, oui, et notamment sur l'Afrique, je vous confirme qu'on continue nos discussions. Ça n'a pas été une priorité pour cette saison, mais j'ai voulu quand même assez tôt aller là-bas pour me faire mon opinion de la situation en Afrique. On a été reçu de façon exceptionnelle en Algérie, par exemple,
où on nous a vraiment encouragé à étudier un vrai projet dans ce domaine. Donc on y réfléchit. Il y a l'Afrique de l'Ouest, vous savez mon attachement au Sénégal, à la Côte d'Ivoire. Donc on regarde aussi ces pistes et j'espère qu'on pourra aboutir, en tout cas bâtir quelque chose de concret. Vous comprenez aussi que ma priorité, ça a été d'abord Marseille, ça a été d'abord la formation, la préformation, reconquérir les cœurs des petits Marseillais et les familles marseillaises. Je crois que ça c'est réussi. Maintenant, il va falloir élargir notre périmètre d'intervention. Justement, Président, il y a des partenariats donc avec les clubs amateurs, une vingtaine à peu près, ouais. Et il y a des jeunes qui sont en moins de 15, moins de 13 déjà, qui font partie de ce partenariat et qui sont partis dans d'autres clubs professionnels de la région, Montpellier, Nice. Alors on rappelle qu'il n'y a pas d'accord d'exclusivité, ce sont aussi les parents qui choisissent. C'est rassurant. Bien sûr, ce sont les parents aussi qui choisissent l'avenir de leur enfant. Mais est-ce que vous voyez déjà des changements avec les petits de Burel, de Luynes, qui, on le disait par le passé, préféraient aller à Montpellier et à Nice, et est-ce qu'ils ont envie encore maintenant de devenir à l'Olympique de Marseille? Moi je crois que c'est de moins en moins le cas, les situations que vous décrivez. Et ce que je leur ai dit à ces clubs-là, c'est qu'effectivement, à aucun moment nous n'avons demandé d'exclusivité. Ce serait pas bien, ce serait pas sain. En revanche, on a demandé les meilleurs efforts. Voilà. Les meilleurs efforts, ça veut dire quoi? Ça veut dire être présent dans les plans d'action que nous mettons en place avec ces clubs, de faire en sorte que le lien opérationnel entre nos équipes d'éducateurs et de formateurs soit fort, puisqu'on investit beaucoup dans ce programme. Je tiens à le dire, beaucoup de moyens humains, de l'argent aussi, mais surtout dans les moyens humains. Je crois que c'est vraiment un programme qui est un grand succès. Bon, maintenant, si notre conclusion, et on va tirer un bilan dès la fin de cette première saison complète, si nous arrivons à la conclusion qu'avec certains clubs, le compte n'y est pas, c'est-à-dire non pas que ces meilleurs joueurs, son meilleur joueur n'est pas allé rejoindre l'Olympique de Marseille, mais est allé à Montpellier ou ailleurs, mais qu'en tout cas les meilleurs efforts n'ont pas été faits pour assurer une relation pérenne dans la durée, on en tirera les conclusions et on arrêtera, tout simplement. Et chacun reprendra sa liberté. Mais en tout cas, je me félicite vraiment beaucoup de la mise en place de ce programme, des équipes qui le font vivre au quotidien, parce que vraiment, ça, c'est une des réussites de cette saison. Karim, il n'y a plus que 2 montées pour Martigues, et puis voilà, avec un club en Ligue 2, ça sera peut-être... Objectif Pro 2022 avec Baptiste Giabiconi. C'est bien. Oui, c'est bien. On verra ce que ça donne, en tout cas, voilà. C'est peut-être ça sera pas pour cette année. Ça sera pas pour cette année. C'est Marignane Gignac, je crois. Qui est très très bien parti. Et Consola qui descend. Coaché par Patrice Hérault, un ancien olympien. Oui. On va passer à une question suivante. Bien qu'on se fera une émission Nationale 2, je sais que tu es encore meilleur que moi sur le sujet. La Caisse, que peut changer l'arrivée d'un équipementier tel que Puma ? Écoutez, je vous répondrai à cette question le 1er juillet prochain. Voilà, donc vous nous donnez la date du lancement du partenariat entre Puma et je pense l'OM. qu'il se passera des choses à partir du 1er juillet, mais jusqu'à présent, on a un partenaire qui est Adidas, et qui, je trouve, a fait une opération formidable à l'occasion de la finale en fournissant au groupe de supporters des maillots 93. Donc ça, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Voilà, on l'a dit, on va aller jusqu'au bout de ce partenariat en interlocuteur, en partenaire professionnel, parce que ça doit être notre habitude en toutes circonstances. Il sera temps de parler de Puma l'été prochain. L'une des priorités, Mario Balotelli n'est pas rejoint l'Italie, et voilà, c'est aussi. Et l'une des priorités des supporters, c'est que le maillot Surd ne soit pas cacadois, violet ou orange. On le voit toute l'année dans les virages. Vous avez une réponse à cette question? Quand je suis allé à Bilbao, j'ai visité leur musée, qui est un beau musée. Et parmi les objets fétiches qu'ils ont exposés, il y avait leur maillot, alors je crois de 2003 ou 2004, qui était alors un maillot dessiné par un artiste assez spécial. Bon, ce n'est pas dans les tuyaux, ça n'est pas dans les projets, et je crois que on aura des très très beaux maillots la saison prochaine.
Rappelons quand même que l'Espagne est le pays de Desigual. Attention à tout ce qui est design. Fest qui nous dit bonjour, monsieur Jacques-Henri Hérault. Pour l'an prochain, y aura-t-il un projet autour des féminines de l'OM? Et merci pour cette saison. Les féminines sont en grande difficulté qui... Voilà, sauf miracle, vont être relégués parce que gagner à Lyon, ça relève, vu l'équipe féminine lyonnaise, ça relève du miracle. Voilà, est-ce que c'est un coup d'arrêt? Vous étiez dans les premiers matchs dans le vestiaire pour les encourager, pour leur taper dans les mains avant le coup d'envoi. C'est un coup de canif, c'est un aléa d'une saison Non, on est attaché à l'existence d'une équipe féminine de haut niveau à Marseille. Je pense qu'il en faut. Quand on s'appelle l'Olympique de Marseille, on doit aujourd'hui avoir une équipe de foot féminin de très haut niveau au sommet de l'élite. Alors c'est vrai que la saison dernière, on a eu une histoire incroyable puisque c'était leur première saison. Elles ont terminé 4e au pied des compétitions européennes et tout marchait formidablement bien. Et là, quelque chose s'est grippé et c'est vrai que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Voilà, moi ce que je veux dire, c'est qu'il reste des matchs à jouer. Tout est encore possible. C'est difficile et voilà, il faut continuer à lutter et on tirera un bilan à la fin de la saison. Ce que je peux vous dire, c'est que on souhaite avoir à l'OM une équipe féminine de qualité. Je pense que voilà, il y a la Coupe du Monde féminine en 2019. Le foot féminin devient quelque chose d'important. Les audiences à la télévision ne sont plus ridicules, loin de là. Donc on veut être présent dans ce jeu-là, c'est certain. Un coup de chapeau quand même à Christophe Parra qui depuis quelques années quand même a fait un travail remarquable. Entraîneur de la saison dernière. Meilleur entraîneur de première division, mais bon, ce que les gens veulent savoir, c'est que est-ce que l'OM va pousser un petit peu plus quand même les féminines, quoi. Il faut savoir qu'on a augmenté nos investissements dans l'équipe féminine cette saison. Il y a eu des recrutements, on a fait un certain nombre de choses. Alors on peut toujours faire plus, c'est sûr, mais on a déjà augmenté de façon significative notre investissement dans ce domaine. Avec un recrutement international notamment, canadienne, mexicaine qui n'a pas porté ses fruits. Qui sont venus. William OM, président, le projet de construire un autre centre d'entraînement est-il toujours d'actualité? Alors pour tous les habitants de Mazargues, le stade du Cesne est bien en travaux, ça avance très vite. Ouais. Donc ça sera la nouvelle acquisition, un stade mythique à Marseille. Donc Paul Le Cesne qui va être là, qui a tout été détruit. On sent que ça sera pour les équipes de jeunes, pour les équipes féminines aussi. Et à la vitesse où avancent les travaux, j'ai l'impression que début juillet, c'est bon, on va avoir des buildings de... Ah oui, d'accord. Moi, c'est une première dans les chantiers à Marseille, je ne connais pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé? J'ai vu une situation qui pour moi n'était pas à la hauteur de ce que devait proposer un club comme l'Olympique de Marseille. J'ai vu des enfants se changer dans des Algeco, j'ai vu des parents rester à 1 kilomètre en dehors de la commanderie sans d'ailleurs pouvoir bien se garer dans des conditions de sécurité dignes d'un club comme l'Olympique de Marseille. Et j'ai vu des terrains qui pour les enfants, pour la préformation donc, était pour moi, encore une fois, indigne de ce que devait proposer l'Olympique de Marseille. Donc on a essayé de changer tout ça et de s'imaginer dans un lieu, de préférence au cœur de Marseille. Alors chacun aura son avis sur le cœur de Marseille, près du stade de droit en tout cas. En tout cas voilà, quand cette opportunité d'investir dans le Cesne est arrivée, on a trouvé ça formidable et on va construire 3 terrains, des tribunes, et on a des projets d'ailleurs d'amélioration au fil du temps, au fil des années, pour en faire vraiment un des éléments forts de la présence de l'OM dans la ville, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit. Si on veut être convaincant dans notre discours vis-à-vis des familles marseillaises, il faut qu'on puisse accueillir leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Voilà, sportives, humaines, sociales, et donc ça va nous permettre, en tout cas là aussi,
de franchir un cap et de progresser de façon très très forte, tout en étant en cœur de ville, tout en étant au cœur de la cité. Donc on y retrouvera les enfants. On y retrouvera l'école de foot également. Et la préformation et les féminines. On pourra d'ailleurs organiser des compétitions officielles, des matchs officiels. Les terrains seront à cette dimension-là. Et donc je crois que ce sera un progrès, ce sera une évolution. Et je suis très heureux qu'on puisse, dès cet été, ou peut-être à la rentrée septembre, avoir cet outil, cet équipement en état de marche. Et agrandir la commanderie. Ça nous changera quand même. Le stade de l'Or, c'est cadeau. Et agrandir la commanderie, c'est toujours dans les tuyaux? Alors pourquoi pas, on aimerait bien, parce qu'on est toujours ravis de voir cet espace incroyable. Voilà, on est dans un écrin, c'est beau, ça suffit pas. D'être dans un écrin et de dire que c'est beau, ça ne suffit plus. Ça suffit d'autant moins quand on voit la qualité des infrastructures qu'offrent des équipes. Alors je pense au top 10 européen, mais si vous étiez venu avec moi voir le centre d'entraînement de Salzbourg, je peux vous dire que vous auriez eu vous avez vu ce dont je parle, quelque chose d'incroyable, 7 terrains, dont des terrains en hybride, en pelouse hybride, enfin vraiment un niveau de sophistication pour une équipe comme Salzbourg, autrichienne, dont on n'attend pas forcément qu'elle offre les qualités, la qualité optimale, parce que c'était une qualité optimale d'entraînement, de formation, et il faut qu'on aspire à ça, qu'on tende vers ça. Donc évidemment, ce serait possible en agrandissant la commanderie. Je crois que ça pose un certain nombre de sujets d'ordre technique. Donc on verra, on prendra une décision, alors pas tout de suite, mais forcément, l'ambition qui est la nôtre va nécessiter à un moment donné qu'on ait un outil de travail, notamment pour la formation et la post-formation, à la hauteur de nos concurrents. Et il faudra qu'on prenne des décisions fortes si nous ne sommes pas en mesure d'avoir un outil comme celui-là à la commanderie demain. On va prendre dernière question parce qu'on commence à déborder sérieusement. J'ai l'impression qu'on est sur les premiers talk-shows pour ceux qui s'en souviennent. C'était au Studio 4. On va pas s'en plaindre. AFX, bonjour. Où êtes-vous dans l'expo? En êtes-vous dans l'exploitation commerciale du stade et en ce qui concerne la création du musée? Alors sur le premier sujet, il y a une discussion qui a lieu, qui se poursuit, qui continue. Je trouve qu'elle ne va pas suffisamment vite. Donc là, avec Arema, oui, avec Arema, on est à un moment où tout se bouscule, et d'abord l'actualité sportive, mais il va pas falloir enterrer ces discussions où là encore nous en tirerons toutes les conclusions qui s'imposent. Donc je vous propose de revenir vers vous une fois la saison terminée, dans quelques semaines, pour faire un point là-dessus. Tout bêtement, parce que Michel n'a pas Twitter, mais je sais qu'il sait un peu ce qui s'y passe. Karim, beaucoup plus. Est-ce que ton petit tweet après le match de l'Atlético, là, en parlant du stade, tiens, ça donne des idées, ça les a fait un peu, ça les a titillés? Moi, je tweete d'abord très modestement, mais si vous voulez, les choses sont simples. Vous arrivez dans un stade, vous apprenez, vous voyez un stade de 45 000 places, 43 000 places, sublime, qui a coûté 110 millions, 120 millions d'euros, en plein centre-ville, dans des contraintes, c'est bien de le préciser, architecturales extrêmement lourdes. Vous vous dites, et puis oui, un stade totalement aux couleurs de son club. C'est ça aussi l'expérience. On a reçu beaucoup de questions évidemment, à ce sujet. Évidemment. Moi, j'ai envie que l'Orange Vélodrome soit aux couleurs de l'Olympique de Marseille, que ce sentiment d'appartenance, que cette identité, on la ressente, mais dans sa chair, une fois qu'on est dans ce stade. C'est pas le cas aujourd'hui. Alors ça l'est pendant le match grâce à nos supporters, bien sûr, mais ça l'est pas avant, ça l'est pas après. Alors c'est aussi des sujets qui sont liés, parce que le musée, qu'on n'appellera probablement pas musée, devra être proche du stade. Donc là, on est sur un sujet qui avance bien. On parle de quelque chose en face du stade, boulevard. On a 2 sites, pour tout vous dire, qui sont maintenant très clairement identifiés. Et je pense que la décision finale sera prise dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent.
Mais là, ce sera vraiment un projet fort pour la ville. On a énormément d'ambition sur ce lieu, sur l'expérience qu'on veut proposer à nos supporters. On veut le faire d'ailleurs avec eux. Ils seront opérationnels quand ? Ça, c'est encore un peu difficile à dire. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais là, on a, je crois, un projet qui est un très très beau projet et pour lequel il faudra une liaison avec le stade, parce qu'on a vu aussi en allant dans le monde entier et notamment en Europe. Moi, à titre personnel, j'ai fait donc Bilbao, le Bayern de Munich, le musée du CIO, j'ai fait le musée du Barça évidemment. On a vu que l'un des facteurs clés de succès, c'était une liaison avec le stade, avec la visite du stade. Donc on est en train de regarder ça et c'est un sujet qui avance bien. On a une dernière question de Gilip. Vous me faites beaucoup penser au président Macron, style parcours. À vous de dire si c'est un compliment ou pas. Quelles sont vos relations avec ce fervent supporter ? On parlait hier avec Grégory Sertic, qui était très content du selfie qu'il avait fait l'été dernier. C'était un sacré fait d'armes. Il cherchait 2 places pour le président. Voilà. Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que d'abord j'ai vécu un moment exceptionnel quand il est venu l'été dernier. Il a passé quand même pas loin de 2h30, 3h à jouer d'abord, sans caméra. Je crois d'ailleurs qu'il y avait un petit effet de surprise pour lui qui avait été savamment gardé par ses officiers de sécurité. Mais je crois que d'abord, c'est un vrai supporter de l'OM. Un vrai supporter de l'OM. 2, c'est quelqu'un de courageux parce que il est allé assister à la finale de la Coupe de France dont l'une des équipes était le PSG et il est allé sur la pelouse serrer la main des joueurs du PSG, ce qui est normal et ce qui est bien. Il y avait Thomas Meunier, il n'était pas en terrain totalement ennemi. Je pense qu'en tout cas, il l'a fait en n'ayant jamais caché son goût, son empathie, voilà, tous les sentiments qu'il avait pour l'Olympique de Marseille. Il est venu avec énormément de décontraction, énormément de simplicité. Les joueurs ont adoré ce moment. Tout l'ensemble du staff a adoré ce moment. Écoutez, je ne sais pas si je fais penser au président, mais en tout cas, moi je suis très fier, vraiment très fier de le compter comme l'un de nos vrais, authentiques supporters. Il ne vous a pas appelé pour avoir des places pour la finale, c'est bon. Je garde les échanges que je peux avoir avec lui, voilà, je les garde confidentiels. En tant que président de la République, il pourrait être là. Tout est possible. Il ferait le maximum. Comme lui, vous allez gagner au mois de mai, président ? Écoutez, en tout cas, on fait tout pour gagner. C'est quoi la clé prochaine ? Oh là là, je ne vais pas rentrer dans une analyse tactique, mais on travaille beaucoup pour faire la meilleure performance possible demain. Et le mental jouera beaucoup, je pense. Ouais. Surtout contre une équipe comme l'Atlético. Karim, j'ai envie de... Petite question, parce que bon, on rencontre beaucoup de supporters. On est à 10 jours de la fin de la saison, à quelques jours, à moins d'une semaine de la finale. Beaucoup de supporters s'interrogent sur le fait que l'OM peut tout perdre en 4 jours, ou gagner, ou presque tout gagner la Ligue Europa, finir 2e, finir 3e. Et ils se demandent si ça peut avoir une grosse incidence sur la suite des événements. Je trouve cette question complètement dingue. Elle est limite obscène en fait, par rapport à ce qui s'est passé cette saison et notamment la fin de la saison qu'on a connue. Je sais pas ce qu'on gagnera, je sais pas si on gagnera quelque chose. En tout cas, on a gagné un truc, c'est ce qu'on disait en début de cet échange, avoir redonné leur fierté aux Marseillais dès lors qu'il s'agit de cette équipe, et ça, je crois que ça vaut tous les titres. Après, n'oubliez pas que c'est notre première saison complète. Qui pensait qu'on en serait là en démarrant cette saison, et je parle même pas de ce qui s'est passé après Monaco et Rennes. Donc le fait de pouvoir une seule seconde penser que terminer 4e et perdre la Ligue Europa serait une catastrophe, puisque ce sont vos mots, est complètement absurde et donc voilà, on va en tout cas terminer cette saison, on va donner le maximum de nous-mêmes. Ces garçons sont incroyables dans leur état d'esprit, dans leur volonté, dans leur caractère, dans leur
leur grinta, ils ont fait honneur au maillot de l'OM, ils ont fait honneur à la devise de l'OM, ils ont marqué 75 buts, encore un, et on arrivera, ce sera le deuxième meilleur total de buts marqués dans l'histoire de ce club. Enfin voilà, on est parti pour une belle aventure. Ça passe par peut-être la semaine prochaine, mais déjà, il s'est passé tellement de belles choses cette saison. C'est super, monsieur, je vous propose, parce que le discours est quand même pas mal, et puis vous savez que mon amour de l'écriture fait que j'aime bien quand on revient au point de départ, donc je vous propose de rester là-dessus. Merci beaucoup d'être venu. On l'a vu, il y a un nouveau jingle, il y a un nouveau générique, un nouveau habillage sur le plateau, ce qui nous amène à dire que vous reviendrez probablement. Voilà, avec plaisir. On va pas rendre ce rendez-vous hebdomadaire, il faut garder comme ça un peu de plaisir, mais voilà, on le refera avec plaisir. Merci Karim et Michel d'avoir eu cet œil particulier lors de cet échange. Bonne finale, bonne fin de saison à tous. Vous l'avez entendu, c'est des bons moments à vivre. Il nous reste 3 matchs. On va kiffer. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez.